Bienvenue à tous. Nos caméras sont braquées aujourd'hui sur la commune de Woluwe-Saint-Lambert, une commune où les habitants sont plutôt heureux de vivre. C'est ce qu'ont constaté nos équipes sur place aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. On s'en rendra compte dans ce débat. Woluwe-Saint-Lambert s'étend sur 722 hectares, un peu plus de 7 km². Elle comptait au 1er janvier 2018 56 303 habitants exactement. C'est une dynastie défi qui règne sur Woluwe-Saint-Lambert depuis des décennies. La commune est aujourd'hui administrée par Olivier Minguin et sa liste du bourgmestre complétée par le CDH. Dans l'opposition, on retrouve le MR, Écolo Groen et le Parti Socialiste. 4 invités sur le plateau ce soir qui présentaient des listes complètes. Je vous les présenterai dans un moment, mais avant cela, sous un beau soleil d'automne, on retrouve Michel Gaillère qui toute la journée a été à la rencontre des habitants. Woluwe-Saint-Lambert est visiblement apprécié de ceux qui y habitent. L'administration fonctionne bien, les parcs sont proches, nombreux, bien entretenus et les déplacements sont faciles, qu'on soit en voiture ou en transport en commun. Le point noir de ces dernières années, les nombreux chantiers. Certains sont menés par la région, nous dit une riveraine, mais c'est de la commune que j'attends des solutions. D'autres s'inquiètent aussi pour l'avenue Georges-Henri. Les trottoirs ne sont pas larges, je n'ose pas y aller à vélo, nous a dit un riverain. Une autre nous propose de s'inspirer de la chaussée d'Ixelles pour en faire un semi-piétonnier. Eh bien voilà, un thème de débat qui s'impose, c'est la rénovation de l'avenue Georges-Henri, sa revitalisation. C'est un tirage au sort qui a déterminé la première prise de parole et c'est vous, Amélie Pans, qui avez tiré le numéro 1. Vous êtes tête de liste MR+. Alors, vous dites dans votre programme que la revitalisation de l'avenue Georges-Henri doit être une priorité. On proposait là un espace semi-piéton, vous en pensez quoi ? Alors, sur l'espace semi-piéton, clairement, je n'ai pas d'a priori au départ. Je pense que quand on fait quelque chose ou qu'on veut, en tout cas, parler de semi-piéton, il faut d'abord faire une consultation avec les acteurs, c'est-à-dire les citoyens, avec les commerçants. Il faut aussi prendre en compte les conséquences qu'il pourrait y avoir avec un semi-piétonnier, c'est-à-dire toute la déportation de la mobilité sur les artères qui sont déjà saturées en termes de parking. Je sais qu'il y a une proposition qui est de faire un parking en dessous de la métairie Van Meyel. On aura l'occasion d'en parler. Voilà, donc c'est en tout cas quelque chose qui était dans notre programme en 2012. Donc voilà, donc j'apprécie que ça se retrouve de nouveau dans les programmes aujourd'hui. Mais je pense que pour l'avenue Georges-Henri et la revitalisation de l'avenue Georges-Henri, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait mettre en place. Principalement, tous les droits de préemption, par exemple, qu'il y a sur les bâtiments que la commune a exercés. Donc la possibilité pour la commune d'acheter certains bâtiments. Tout à fait. Et donc elle a acheté pas mal de bâtiments qui sont vides depuis plus de 5 ans. Et on ne voit rien qui avance, sauf ces dernières semaines, des bâches tendues sur ces fameux bâtiments. Alors Olivier Minguin, bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste du bourgmestre. La commune aura acheté des bâtiments dont elle ne fait rien, dit le MR. Votre réponse ? Je crois que le MR ne suit pas les dossiers. Sur les 5 bâtiments que nous avons achetés, un est déjà réaffecté, c'est le 265. 3 autres font l'objet de travaux en cours. L'ancienne poste a été acheté il y a 2 ans et demi, et nous avons obtenu les permis, le chantier est en cours. Nous avons démoli, nous avons veillé à ce qu'on désimperméabilise l'intérieur d'îlots, c'est notre politique, dans l'avenue Georges-Henri notamment, parce qu'on veut redonner des espaces verts en intérieur d'îlots, et nous sommes en train de rénover l'ancienne poste, comme nous sommes en train de terminer la rénovation d'un autre bâtiment, le 319. Donc je crois que vous ne connaissez pas tout à fait l'évolution des chantiers en cours. Qu'est-ce que nous voulons faire comme type de commerce ? C'est intéressant dans l'avenue Georges-Henri. Des commerces de proximité. Il y a quand même eu 64 nouveaux commerces ces dernières années dans l'avenue Georges-Henri, dont certains sont des véritables réussites commerciales, comme quoi l'attractivité de l'avenue Georges-Henri reste. Il y a notamment un glacier qui s'est établi récemment, qui a connu un grand succès. Et nous voulons notamment, dans l'ancienne poste, créer un commerce zéro déchet. Commerce de produits en vrac. Voilà, ça c'est des projets d'investissement de la commune qui vont aboutir dans les mois qui viennent, et qui vont donner une offre de commerce très appréciée d'une clientèle qui nous le demande. Oui. Voilà le genre de projet. En ramenant aussi des habitants, car en même temps que nous achetons le patrimoine, nous rénovons les étages, 7 nouveaux logements déjà créés dans l'avenue Georges-Henri et d'autres qui le seront encore. Ça, alors, c'est le dynamisme de relance. Ouais, on vous donnera l'occasion de répondre, Amélie Paz, mais on va suivre l'ordre de la première prise de parole. Jean-François Tailler, bonsoir. Vous êtes tête de liste Wolu. Alors c'est vrai, quand on lit vos bilans, vous dites qu'il y a des choses qui ont été faites à l'avenue Georges-Henri. Et pourtant, quand on s'y promène, on a l'impression qu'il reste encore beaucoup à faire. Vos priorités dans ce domaine ?
Justement, moi je suis échevin d'urbanisme et le plan particulier d'affectation du sol de l'avenue Georges-Henri, c'est dans le cadre de mes compétences. Un plan particulier d'affectation du sol, ça met vraiment du temps pour être fait. On sait qu'il y a un futur COBAT qui va entrer en vigueur, qui va raccourcir ces délais, mais à l'heure actuelle, ça prend énormément de temps. Et donc, en effet, la possibilité de mettre un parking sous la métairie Van Meyel, ça aura pour conséquence de pouvoir à proximité reporter une partie du stationnement qui était en voirie dans ce parking, élargir les trottoirs, permettre de créer une vraie promenade qui soit agréable pour les riverains et également pour les personnes qui décideront de venir faire leur shopping avenue Georges-Henri. Enfin, pour nous, il y a aussi quelques propositions qu'on peut faire. Prendre par exemple l'angle avec la STIB pour essayer de voir dans quelle mesure il n'y a pas moyen de faire un bus navette qui permettrait de relier l'ensemble de l'avenue Georges-Henri. On sait qu'elle est déjà bien desservie par les transports en commun. Et on a comme projet également de faire un espace de coworking dans la commune. Pourquoi pas là aussi le faire avenue Georges-Henri. Mais les choses bougent avenue Georges-Henri. Il y a également des primes qui ont été, des charges d'urbanisme qui ont été affectées à la création de logements avenue Georges-Henri aux étages. Donc vraiment, on travaille dessus, mais c'est un travail qui va voir son terme lors de la prochaine législature. Alors, Philippe Van de Meulebroek, bonsoir. Vous êtes tête de liste Écolo Groen. Alors, vous avez entendu ce projet de parking souterrain qu'on mettrait sous la métairie. On va voir une image de cette métairie. Vous en pensez quoi? Vous vous dites c'est une hérésie de créer un parking à cet endroit? Je pense que s'il y a l'idée de créer un parking, il faut alors vraiment limiter les emplacements de parking le long de l'avenue Georges-Henri, parce que ça n'a pas de sens de garder les deux, ça c'est clair. Je pense que c'est aussi qu'un investissement coûteux. Et nous pensons qu'il vaut mieux travailler sur l'élargissement des trottoirs, veiller à ce que les trottoirs soient vraiment accessibles à toutes les personnes à mobilité réduite pour rendre les trottoirs plus agréables. Et aussi de veiller aussi à la diversité des types de commerce. Je suis content qu'on parle de zéro déchet parce qu'effectivement... Ouais. Mais si vous êtes dans une majorité après les élections, ce ne sera pas du tout une priorité, ce parking souterrain. On vous entend bien, on vous comprend bien. Non, je pense qu'il faut vraiment travailler plus sur l'accessibilité au niveau des trottoirs, des voiries. Je pense qu'il y a quand même 3 bus qui passent dans cette avenue, donc il y a vraiment l'idée de ce que les gens puissent venir en commerce de proximité, mais qu'ils utilisent la marche à pied, le vélo, le bus. Je pense, est-ce qu'on doit vraiment, pour des petites courses, absolument utiliser la voiture? C'est vraiment la question qui se pose. Pour en faire du commerce de proximité, effectivement. Amélie Pan, vous le dites, c'était déjà dans notre programme. Pourquoi, selon vous, faut-il créer un parking souterrain à cet endroit? Alors d'abord, je pense que le parking souterrain découle d'autres plans dans l'avenue. Je pense que, comme on le dit très bien, faire un parking, nous on est pour à la base. C'est sûr qu'il faut faire des études, il faut voir la rentabilité du projet, il faut voir le coût du projet, si on part avec un partenaire public-privé ou pas. Toutes ces choses-là doivent être discutées clairement. Il faut voir aussi si c'est faisable d'un point de vue architectural. Est-ce qu'on peut creuser en dessous de la métairie? C'est quand même un bâtiment, je pense, classé. Donc tout ça, il faut bien vérifier. Au-delà de ça, la revitalisation de l'avenue Georges-Henri, il faut aussi parler des acteurs qui sont dans l'avenue Georges-Henri, c'est-à-dire les commerçants qui sont en première ligne. Et là, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qui se passe depuis 6 ans? Il y a une perte de confiance avec l'association des commerçants. Il y a plein d'événements qui avaient lieu dans l'avenue Georges-Henri qui ont été carrément supprimés. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on voit que la majorité focalise principalement, et comme ils le disent, entre le square de Grove et le square Meudon. Sauf que l'avenue Georges-Henri, c'est plus que juste cette artère-là. Il y a tous les commerçants qui sont aussi en deçà. Et donc, quand on fait des événements, souvent, on fait venir des artisans d'autres communes, et ce ne sont pas toujours les commerçants qui sortent. Alors, sans doute que les commerçants ont la possibilité de sortir, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour recréer un lien avec eux? Ouais. Alors, perte de confiance des commerçants, nous dit Madame Pans. Et ce projet de parking, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Certains disent que ce sont des projets d'un autre âge, refaire du parking souterrain. Alors, d'abord, sur le parking, il y a une étude économique faite par l'Université de Liège qui a montré l'intérêt éventuel de ce projet. Je suis très clair, ce n'est pas la commune qui va le financer. Ce n'est pas nos priorités dans l'avenue Georges-Henri. Je vais vous dire quelles sont nos priorités en termes d'investissement. Mais s'il y a un investisseur privé, nous sommes prêts. Nous avons préparé un cahier des charges qui sera bientôt présenté au conseil communal. Il y a un cahier des charges qui est prévu pour voir s'il y a une entreprise qui est prête à investir. Nos priorités, nous, dans l'attractivité de l'avenue Georges-Henri, c'est de redonner un cachet à l'avenue Georges-Henri.
c'est-à-dire rénover les façades. Et nous avons augmenté substantiellement, il y a déjà aujourd'hui 70 immeubles qui ont été rénovés grâce aux primes communales. 70 immeubles qui ont fait l'objet de primes communales. Et nous avons augmenté sensiblement le montant des primes, jusqu'à 15 000 € de primes par façade, plus les enlèvements et rénovations d'enseignes, qui feront encore 4 000 € en moyenne. Donc nous allons avoir un phasage dans l'avenue Georges-Henri pour que toutes les façades soient remises en état. Tous les vieux centres commerciaux ne retrouvent de la vitalité que quand vous avez de la qualité architecturale. Nous voulons avoir de la qualité architecturale dans l'avenue Georges-Henri. Pas détruire, pas démolir, remettre à nu les belles briques des maisons anciennes dans l'avenue Georges-Henri, recréer des espaces commerciaux de qualité. C'est un des objectifs, notamment pour lutter contre l'affectation de certains commerces que nous ne voulons plus, trop de commerces horeca. Oui. Voilà ce que nous faisons. Deuxièmement, en termes d'animation, je reconnais que c'est la commune qui a repris la main. Il se fait qu'il y a des disputes au sein de l'association des commerçants, peu de crédibilité de certains. Nous avons recréé quoi? Nous avons recréé un festival en mai, nous avons recréé la braderie, nous avons relancé la brocante qui va se tenir. Tout ça, c'est la commune qui l'a fait, qui s'est substituée à une association de commerçants où il y a des disputes intestines. Nous avons sauvé l'animation commerciale. Oui, alors, M. Van de Mellebroek, l'opposition MR parlait de perte de confiance des commerçants. Vous confirmez, vous avez l'impression qu'il y a des demandes qui ne sont pas satisfaites ou des souhaits qui ne sont pas entendus? Effectivement, il y a un problème maintenant avec le président de l'association des commerçants, mais je pense qu'il faut aussi travailler aussi sur une étude plus des commerces. Il y a eu un taux de management qui a été engagé, si je ne me trompe pas, et on n'a pas vraiment reçu une information sur une analyse très claire de la problématique des commerces à avenue Georges-Henri. Je pense qu'il faut effectivement varier, qu'on a beaucoup de secteurs horeca, beaucoup de même type de magasins. Donc, je remarque que les magasins spécialisés sont là depuis très longtemps. Je pense un poissonnier, fromager. Sur les 67 nouveaux commerces, il n'y en a que 12 horeca. Tous les autres, ce sont des commerces de proximité. Donc, vous ne connaissez pas tout à fait la statistique récente. Oui, voilà, mais je veux dire, 12, c'est déjà pas mal. D'accord. Donc, il y a une rotation, bien entendu, comme dans tous les noyaux commerciaux. Mais les nouveaux commerçants qui sont attractifs se tiennent bien. Oui, on arrive à des grandes marques, genre Picard, c'est des grands groupes qui viennent. Donc, c'est des grands groupes qui viennent, pas vraiment des gens d'eux-mêmes. La maison de la tarte, le glacier... Monsieur Taillère, la diversité commerciale, comment fait-on? Quels instruments la commune peut... Vous n'avez pas souvent y aller. Monsieur Manguin, s'il vous plaît. La diversité commerciale, qu'est-ce que la commune peut mettre en place comme instrument pour la favoriser? De nouveau, le PPAS permet de choisir les affectations et d'avoir véritablement une diversité et d'assurer cette diversité, également en termes de commerce de qualité. Et quand vous dites, moi je suis client de l'avenue Georges-Henri, j'habite à côté. Les commerçants, ils ont vu débarquer il n'y a pas tellement longtemps une nouvelle grande enseigne, ils en sont contents parce qu'ils se disent ça va attirer du monde dans l'avenue. Et on a veillé aussi à voir, M. le bourgmestre parlait de façade de qualité, on n'a pas bradé la qualité de la façade quand le dossier de cette enseigne est venu, on a exigé de maintenir la qualité urbanistique du bâtiment. Donc il y a des choses qui bougent, ça prend un peu de temps. C'est vrai que parfois certains commerces ne trouvent pas repreneurs, mais il y a des commerces de qualité. Avenue Georges-Henri, j'aimerais bien qu'on arrête le bashing sur la qualité des commerces avenue Georges-Henri. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de commerces de qualité. Justement, souvent les commerces de qualité franchement apportent une touche très forte à avenue Georges-Henri. Et donc ça, c'est vraiment important. Ça, c'est le résultat du travail d'accompagnement de la cellule commerciale de l'administration communale qui va chercher... Mais je voudrais aussi souligner que le fait tout simplement faire des primes pour la façade, ok, c'est peut-être joli, mais c'est pas ça qui va aider un commerçant à s'installer, à vraiment faire une bonne étude de marché pour pouvoir savoir si oui ou non son commerce va marcher. Et ça, je pense aussi, et là je pose la question, voilà, les études de marché, il faut vraiment y travailler, il faut vérifier que avant qu'on installe un commerce, ça vaut la peine de s'installer. Il y a une fonctionnaire communale qui fait ce travail. Alors, je vais juste faire un petit point pour vous présenter les choses. Donc, vos différentes prises de parole sont chronométrées. Et pour l'instant, Monsieur Manguin, vous avez une petite minute d'avance, un peu plus d'une minute d'avance, me dit-on. Donc, merci d'être plus bref dans vos prochaines interventions. On évoque maintenant les questions politiques sur les contours de la prochaine majorité. C'est à vous que je vais poser la question, Monsieur Manguin. Je vous demanderai d'être bref. Vous avez gouverné avec le CDH dans cette législature-ci. Est-ce que vous vous dites, si c'est possible, on refait la même coalition après le 14 octobre?
Je demande d'abord aux électeurs de Woluwe-Saint-Lambert, aux électrices et aux électeurs, de nous garder la confiance avec une majorité absolue. Ça permet d'avoir une cohésion, une cohérence et une efficacité dans notre gestion. Vous prenez généralement un partenaire en plus. Deuxièmement, je tiendrai compte évidemment des résultats électoraux, ça va sans dire, et peut-être que d'autres auront la main, je n'en sais rien. Et troisièmement, oui, moi je ne dis pas aujourd'hui que Jean-François Taillère est nécessairement le futur partenaire, mais je ne dis pas qu'il doit être rejeté. Je ne lui ferai pas porter les conséquences du choix de son président de parti, c'est pas ma manière. Moi je ne me venge jamais en politique, c'est pas ma façon de concevoir. J'ai l'élégance. Oui, tout à fait. Ouais. Alors monsieur Taillère, voilà. vous avez deux sièges. Vous avez 2 sièges. Face à une majorité de la liste du bourgmestre qui est si importante, comment est-ce qu'on fait pour exister politiquement quand on a un rouleau compresseur en face de soi? Mais on travaille. On travaille et on essaie de se donner à fond dans les compétences qui sont confiées. Moi, personnellement, quand j'ai pris l'échevinat de l'urbanisme, qui est un échevinat très technique, je suis juriste de formation, j'ai décidé de faire un master complémentaire en droit de l'urbanisme et de l'environnement en cours du soir pour être vraiment au fait de ma matière. Ouais, donc, parce que quand on évoque la majorité, on pense à Olivier Minguin, un défi, on pense beaucoup moins au CDH. Hein. Mais je dis très franchement, nous sommes des partenaires loyaux. S'il y a des choses que nous devons exprimer, nous les exprimons en collège. Nous travaillons. Et je crois vraiment, les habitants qui ont déjà eu la possibilité de me rencontrer et de faire appel, il n'y a pas que moi, je ne suis pas le seul CDH, on a Michel Lemaire, on a Yvan de Castel, notamment au CPS. Donc on a une équipe qui a travaillé, on s'est donné corps et âme tous ensemble pour participer à cette majorité. On est très fiers, nous, du bilan qu'on a accompli avec la liste du bourgmestre. Et vous êtes candidat à continuer avec la liste du bourgmestre, on a envie de vous aura poursuivre compris. ce travail. Oui. Et il y a encore des dossiers, notamment urbanistiques. On a parlé de l'avenue Georges-Henri. C'est un exemple qui doivent être finalisés, poursuivis et qui pourront être finalisés lors de la prochaine législature. Alors Amélie Pans, vous arrivez donc pour ce scrutin avec une liste totalement différente. Il faut dire que le mouvement réformateur a été miné par les dissensions durant toute la législature. Vous repartez de zéro avec un objectif assez humble pour ces élections où vous dites vent debout, on y va et on espère récolter le maximum de sièges. Je pense qu'on repart avec une équipe qui est rajeunie, mais pas spécialement rajeunie en âge, parce que, je veux dire, on a une liste qui est un âge médian de 44 ans, donc ça veut dire qu'on a autant de candidats au-dessus qu'en dessous. Notre liste s'appelle MR+, pourquoi ? Parce qu'on est avec l'Open VLD, 2 indépendants néerlandophones, et nous avons aussi des candidats qui n'ont pas désiré prendre de carte de parti, mais qui partagent les valeurs du libéralisme, qui sont sur notre liste. Mais ça a souvent été la guerre avec la liste du bourgmestre. Vous espérer pouvoir rentrer dans une majorité dans ces conditions? Ça a été la guerre. Moi, je suis arrivée, la guerre était terminée. Donc, moi, je n'ai pas vécu la guerre, si je peux me permettre. Voilà, je n'étais pas là. Donc je ne vais pas parler de On peut dire que ça a été la guerre avec le CDH aussi, hein, à un certain moment. Donc, on arrive quand même à se réconcilier pour faire des majorités. Oui, je vous laisse continuer. On a toujours très bien travaillé ensemble. Oui, mais avant, je disais, avant dans les précédents scrutins. Je vous laisse continuer. Non, et donc voilà, et donc en fait, à partir du moment où moi j'ai repris la présidence de la section, on a commencé à faire du terrain. Ça fait plus d'1 an qu'on fait du porte-à-porte. C'est comme ça qu'on a pu élaborer notre programme. On a 130 propositions. C'est des propositions qui ont été construites et qui sont enracinées dans le quotidien des gens. Notre programme évolue toujours. On a encore été faire quelques modifications il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, après, si vous me posez la question comment ça se passera après le 14 octobre, nous, oui, parce que M. Minguin dit, ben voilà, si d'aventure j'ai la majorité absolue, je tiendrai compte des résultats pour choisir un autre partenaire. Donc, vous étiez la deuxième force politique lors du précédent scrutin. Donc, c'est un appel du pied que vous lancez aujourd'hui à M. Minguin? Moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'exclusive. Nous, on a commencé à analyser les programmes des uns et des autres. On a pu analyser le bilan de la majorité, en tout cas, parce qu'on l'a reçu dans notre boîte, c'était quand même 60 pages. Donc, on a pu lire le bilan. Par contre, hier soir, j'ai encore travaillé sur mes dossiers. Donc hier soir, j'étais un peu désolée parce que je n'ai pas pu lire le programme de la liste du bourgmestre, qui est en effet, donc il y a 2 heures, en effet. Il y a 2 heures, j'ai vu moi, j'ai travaillé sur le... Eh bien, moi, j'ai travaillé très tard. En tout cas, à 1h du matin, il n'était pas là. Donc je peux vous le dire. Donc je ne peux pas encore vous dire s'il y a des points de convergence. Vous n'avez pas pu lire non plus le programme de la liste du bourgmestre. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, il y a peut-être une ouverture pour nous, écolos, d'entrer dans une majorité? Mais
tout dépendra de la confiance des électeurs. Je pense que nous, ça fait au moins aussi depuis un an qu'on est sur le terrain, qu'on essaie de rencontrer les gens, qu'on organise plusieurs activités dans la commune pour discuter avec les gens. Ça nous a permis aussi de construire notre programme. On a fait simple, on a 10 priorités et je pense que c'est vraiment pour nous important de ne pas faire un programme dithyrambique, mais un programme avec des idées simples qui sont facilement, qui peuvent facilement être mises en œuvre. Donc voilà, ça dépendra du résultat, de notre programme, des possibilités de pouvoir mettre en avance ou pas certains points de notre programme. Ouais. Alors, M. Maguin, dernière question là-dessus, puisque sauf cataclysme, vous devriez avoir la main après le 14 octobre. Le choix du partenaire se fera en fonction de quoi? Du résultat d'abord, des programmes ensuite, de la baisse des uns et des autres, de l'augmentation des uns et des autres? Il faut tenir compte de la volonté des électeurs et puis en effet, les projets politiques, vous avez entendu les habitants dire qu'ils sont heureux de vivre à Woluwe. C'est le résultat d'un travail de longue haleine. Ce n'est pas le résultat. En effet, si nous avons fait un bilan important et que les gens ont lu et ont trouvé substantiel, ils nous ont dit, bah oui, on voit bien que vous réalisez ce que vous annoncez. Je vous demandais le choix du partenaire. Eh bien, j'attendrai de connaître les résultats. Et j'ai dit que je n'excluais pas de reconduire la majorité avec un partenaire qui s'est montré correct. Mais après ça, il faut que chacun prouve ce résultat, bien entendu. Mais nous aussi, et je dis aux électeurs, ne vous y trompez quand même pas. Si vous voulez garder ce qui fait aujourd'hui le caractère exceptionnel de la commune, faites-nous plutôt confiance. Voilà, alors on va passer au point gouvernance, si vous le voulez bien maintenant, puisque vous en parlez tous dans vos programmes. Monsieur Van de Bellebroek, je voudrais vous donner la parole par rapport à ça, parce que quand on lit votre petite gazette, vous dites un bourgmestre qui perd son sang-froid et qui ne supporte pas l'expression de l'opposition écolo. Vous avez l'impression, parfois, c'est difficile de s'exprimer quand on est dans l'opposition à Woluwe-Saint-Lambert? J'ai assisté à plusieurs conseils communaux, donc oui, parfois il y a des petites joutes verbales, je dirais. Mais ce qui est vraiment important, et c'est pour nous la bonne gouvernance, c'est d'avoir une équipe qui travaille à temps plein. Monsieur Maguin a pris des engagements, j'en suis bien content par rapport à ça, mais nous demandons la même chose par rapport à l'ensemble des échevins. Nous estimons que gérer une commune de 56 000 habitants, c'est s'engager à temps plein. Et en tout cas, c'est vraiment ce que nous engageons à Écolo, c'est travailler vraiment à temps plein sur une commune, parce que ça mérite d'avoir des personnes qui s'y engagent. Alors, Madame Pans, vous demandez-vous un droit d'inventaire et une diminution du nombre de structures communales? Il y en a beaucoup trop à Woluwe-Saint-Lambert? Alors, moi, je suis conseillère CPS et donc j'ai pu remarquer certaines choses très concrètes. Donc, je vais prendre un exemple hyper concret parce que comme ça peut parler un peu plus aux habitants. On a quelqu'un qui a les compétences à la commune, l'Échevine, qui a les compétences des affaires sociales, et vous avez le CPS. Ces deux pôles rendent les mêmes services à la population. Donc, par exemple, les livraisons de repas à domicile. Au CPS, on a une cuisine en interne où on peut travailler en interne. On est en sous-capacité, donc on peut produire plus de plats pour livrer à domicile. On peut avoir la traçabilité des produits. Et moi, qu'est-ce que j'apprends? C'est que à la commune, l'Échevine des affaires sociales fait des marchés publics et va chercher des repas en dehors de Bruxelles en camionnette pour faire une livraison. Mon idée, c'est de me dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réorganiser tout ça dans un chapitre 12, comme c'est déjà fait avec Erasme, que la cuisine du CPAS, non seulement puisse fournir tous les repas à domicile des citoyens de la commune, et en plus, ça pourrait permettre de mettre des gens, enfin en tout cas des usagers du CPS, les former dans les cuisines et à l'emploi. Et donc, je pense qu'on pourrait, là, faire aussi des économies sur les dépenses. Monsieur Taillère, une réponse à cette interpellation? Mais qu'il y ait toujours des choses à faire dans une commune, bien oui, mais entendu. Là, il y a des réglementations. Sur le doublon, ça paraît pas logique quand on l'entend. Mais il y a des réglementations qui font que vous devez faire des marchés publics d'abord pour une série de choses. Et donc, si la commune concourt et fait appel doit faire un marché public, bien entendu que la cuisine qui est sous chapitre 12 peut y répondre. Mais il y a des lois, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais si, on ne fait pas ce qu'on veut. Non, parce que c'est la commune qui rentre dans le chapitre 12. Donc il n'y a plus de marché public et vous bénéficiez d'une TVA à 6% au lieu de 21% en plus. Non. Alors, très brièvement. Oui, pour répondre là-dessus, et puis j'ai une autre question à vous poser sur l'accumulation de compétences. C'était signalé par le candidat socialiste dans l'interview tout à l'heure. Un tiers des compétences sont attribuées au bourgmestre et il manque du coup une vraie politique de l'enseignement. Alors vous phagocytez tous les pouvoirs, Monsieur Maguin? Pas du tout. Quand je vois la distribution des attributions au sein du collège, tous les échevins ont largement de quoi s'occuper. Deux mots. Un, sur la disponibilité.
je crois que les habitants de Woluwe-Saint-Lambert reconnaissent que les membres du collège ont une très grande disponibilité. Par an, vous savez, c'est entre 60 et 80 réunions de quartier que nous organisons pour tout projet. La démocratie participative à Woluwe-Saint-Lambert, ça se vit semaine après semaine, année après année. Donc les citoyens savent que nous sommes là, présents, à l'écoute et que nous adaptons les projets en fonction de leurs demandes. 2. En ce qui concerne les intégrations, je signale que, par exemple, on a déjà fait l'intégration pour le transport des personnes handicapées. Il y avait en effet un service. Au CPS, il y avait un service à la commune. C'est la commune qui a repris. Le repas, c'est fait, c'est prévu dès l'échéance du marché public en cours. Mais il a fallu attendre la rénovation de la cuisine du CPS pour pouvoir intégrer, pour le type de repas à servir aux personnes âgées, la cuisine du CPS. C'est prévu, donc votre idée est excellente, mais elle est déjà... Voilà. Monsieur, donc, vous voyez... Je vais donner la parole à Monsieur Van de Belbroek, si vous le voulez bien, parce qu'il a certainement des choses à vous dire en matière de gouvernance. Vous soulignez aussi que le bourgmestre n'est peut-être pas assez présent dans la commune. C'est en tout cas ce qu'on ressent quand on lit votre programme. Mais, nous, en fait, on remarque aussi un problème dans la gestion, dans le suivi de la gestion de certains chantiers. Je pense Château-Malou, où notre conseiller a pu remarquer qu'on avait de nouveau des pierres chinoises, alors que ça devait être... Donc on n'a pas assez de respect au cahier des charges. Oui, mais c'est ça. Il faut aussi, quand je dis temps plein, c'est aussi vérifier que les cahiers de charges soient bien suivis, qu'on vérifie que sur le chantier, que c'est bien des pierres d'origine belge qui doivent être là au Château-Malou et pas des pierres chinoises. Quand on fait un cahier de charge pour la place Saint-Lambert, qu'on indique simplement pierre et sans aucune spécification technique, c'est normal qu'on ait les moins bonnes qualités éventuelles. On n'en sait rien, on ne sait pas comment ça va être, mais on sait, on n'est pas sûr. Le cahier des charges. Vous avez annoncé que ça allait être des pavés portugais. Non, j'ai dit que ce seraient des pavés qui avaient des normes européennes. Alors, attendez, j'ai une petite surprise quand même, parce que moi j'ai tout entendu sur les pavés de grès chinois. On peut jouer le Trump local en disant que tout ce qui vient de Chine c'est de la merde. J'ai pas de problème. Non, un peu comme ça. Quand même, c'est ce qui a été dit à un moment donné dans le conseil communal, dans nos joutes verbales agréables par ailleurs et vivantes. Voilà. On nous a dit au premier gel, les pavés chinois vont éclater, ça va être le désastre, cette place va se déchausser. Voilà. Une étude interuniversitaire, un centre d'expertise interuniversitaire, qui prouve la résistance du pavé chinois au gel. Meilleure résistance même peut-être que certains pavés d'origine belge. Donc, voyez, il faut parfois ne pas s'avancer. Vous vous attendiez à la question. Vous vous attendez à la question, Monsieur sans Maguin. Vérifier scientifiquement les choses. Voilà. Mais c'est bien de faire des effets d'annonce en faisant croire que le pavé chinois, c'est le drame et la fin du monde. En l'occurrence, il est conforme aux normes européennes. Terminez, s'il vous plaît. Je veux dire, nous, notre programme, en tout cas, c'est de travailler qu'on ait des cahiers de charges, en tout cas, le plus locaux possible et avec le plus de causes sociales possible. Et je pense que là... on peut le faire. Voilà, mais donc, je veux dire que c'est vraiment important et que là, on peut vérifier la qualité et on peut essayer de trouver de l'emploi local. Je crois que c'est important aussi de vérifier, quand on fait des cahiers de charges, de faire de l'emploi local. Ici, ça n'a pas été le cas. On a vu les photos... Il n'y a pas de carrière à Woluwe-Saint-Lambert. Alors, non, il y en a dans le Hainaut. Il y en a dans le Hainaut. Alors, vous me confirmerez ou pas, Madame Paz, vous me confirmerez ou pas, on va arrêter sur ce sujet des pavés, si vous le permettez. Vous me confirmerez ou pas, Madame Paz, mais quand je lis votre programme, j'ai l'impression que parfois vous avez l'impression que M. Maguin utilise la commune comme un instrument au service de la présidence de défi. Si vous pouviez préciser votre propos. Alors, c'est très clair. Pour nous, il y a maintenant, en début de législature, la commune a décidé, le collège le bourgmestre a décidé de prendre un échevin surnuméraire. On sait tous qu'un échevin surnuméraire, c'est un échevin donc en fait qui est néerlandophone dans la commune, c'est Monsieur Xavier Liénard, et le fédéral donne une dotation aux communes qui ont un échevin surnuméraire. Donc le bourgmestre n'a jamais voulu prendre d'échevin surnuméraire parce que c'était, je vous cite, les deniers du diable, sauf qu'en de Judas, oui pardon, excusez-moi, oui de Judas. Donc en 2012, on a un échevin surnuméraire. Cet échevin surnuméraire a rapporté à l'heure actuelle environ, je pense, 3 millions d'euros. Et ça sert principalement à financer des bibliothèques francophones dans la périphérie. Moi, je pense que dans notre commune, on a pas mal de besoins. Et je pense que les citoyens de Woluwe-Saint-Lambert sont en droit que l'argent qui est versé pour un échevin surnuméraire soit utilisé pour leur commune. Je pense que ça, c'est quand même important. Monsieur Maguin, une réponse rapide. Vous êtes très en avance sur le temps de parole. J'ai toujours dit qu'on allait recycler cet argent sale à des bonnes causes.
Alors, par exemple, une bonne cause, c'est que nous avons fait l'extension, et nous avons le projet d'extension de la bibliothèque argent sale, le mot est quand même très fort, M. Magin. J'ai dit l'argent sale. C'est une manière de dire que c'était l'argent donné pour tricher avec la réalité du suffrage universel. C'est ça pour ça que j'ai dénoncé ce mécanisme. Moi, j'ai jamais refusé qu'il y ait un échevin néerlandophone. Je dis tout simplement qu'il doit justifier sa présence par ses voix de préférence. Ce qu'a fait M. Léna. Alors, je comprends que vous ayez un petit problème parce que vous avez accueilli sur votre liste maintenant les CDNV, donc vous devez évidemment satisfaire votre CDNV très radical sur le plan linguistique. Très rapidement, mais moi, sur l'argent qui servirait à financer des bibliothèques dans la périphérie, votre réponse rapide. On a décidé de soutenir des bonnes causes de droits de l'homme. On a par exemple soutenu la solidarité internationale des projets, pas uniquement en périphérie. Au-delà, nous avons investi dans des projets de solidarité internationale, nous avons augmenté les budgets, pour soutenir des projets de partenariat avec Badalongwa en Afrique. Bref, des bonnes causes, oui, nous avons fait, et nous avons aussi aidé des associations en périphérie qui luttent contre quoi? Mais contre votre alliés de la NVA qui sont en train de nier leurs droits fondamentaux. C'est quelques dizaines de milliers d'euros, et c'est très bien ainsi. Une réponse rapide, et puis je donne la parole à M. Taillère qui est très en retard sur le temps de parole. Non, une réponse rapide, moi je veux simplement dire que ça transite par une ASBL, donc on a un problème aussi avec les ASBL, donc ça transite par une ASBL Wolu International. Et c'est approuvé par votre représentant. Et simplement, ce que je veux dire par là, c'est que l'objet de cette ASBL a été changé en décembre 2014 pour justement inclure les minorités et pour pouvoir financer des choses en périphérie. Donc, et votre représentant a approuvé Monsieur Taillère, sur ce point-là, sur l'argent récolté grâce à cet échevin surnuméraire, est-ce qu'il ne pourrait pas être investi ailleurs ? Mais l'argent est investi, en effet, dans toute une série de bonnes causes, peu importe les associations qui les portent. Ces dossiers sont d'ailleurs sont tous présentés aux membres du conseil communal, indépendamment de ça. Donc les membres, c'est dans la totale clarté. Il y a des commissions spéciales qui sont organisées, les personnes viennent exposer leurs projets. Les projets qui sont retenus le sont après des débats, après des discussions. Donc il y a une clarté totale sur la manière dont cet argent est géré. Et en effet, ça participe à toute une série de bonnes causes, qu'elles soient chez nous ou parfois très loin. Donc il n'y a pas d'instrumentalisation par le président de Défi. Monsieur Taillère. Non. Et, on peut quand même se féliciter d'être une des communes qui mettent finalement, grâce à ça, pas mal d'argent, voire peut-être le plus d'argent dans la coopération chez nous, notamment avec les villes ou les villages avec lesquels nous sommes jumelés. On peut quand même se féliciter et être fier de ce côté international que nous pouvons avoir grâce à cet argent. Monsieur Van de Meulebroek, je vous vois sourire là. Oui, parce que je reviens quand même sur l'association des droits des francophones à Zaventem. Bon, là, c'est pas une politique. Oui, mais c'est une politique défi. Une conseillère communale CDH s'est fait déverser les tracts sur sa tête en plein conseil communal. Vous trouvez ça quelque chose de démocratique ? J'ai vécu 25 ans au Wezembeek-Opem, donc je sais de quoi je cause. J'ai jamais eu de problème, quoi que ce soit, avec la communauté flamande, la communauté néerlandophone. À Zaventem, on n'est pas dans un principe de commune à facilité non plus, à ce que je sache. Ah oui, mais je pense que voilà, il faut travailler. Monsieur Magin, s'il vous plaît, non, je ne suis pas la catégorie NVA. Je pense que Monsieur Taillère, Monsieur Magin, s'il vous plaît, on laisse terminer Monsieur Van de Meulebroek. On vous écoute. Terminez votre propos. Ici, on travaille sur le principe de respect. Il y a la Flandre et la Flandre, la Wallonie et la Wallonie, et Bruxelles. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un problème pour moi d'intimidation, mais bon, il peut y avoir l'intimidation partout, je veux dire. Attendez, je vais donner un exemple. Une exposition artistique organisée de manière internationale à Zaventem a été interdite par les autorités locales. Monsieur Taillère, vous me demandiez la parole. Et heureusement que nous avons soutenu financièrement ce projet. Mais en tant que défi, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est la solidarité comme nous le faisons avec Monsieur Taillère, c'est une défense des francophones. Et c'est votre... C'est bien votre casquette de président de parti. Ça n'a rien de président. Monsieur Taillère. C'est international. Allez-y. Communautaire, c'est votre front commun. Je vais juste revenir sur Woluwe-Saint-Lambert. Oui, s'il vous plaît. Et sur la participation citoyenne à Woluwe-Saint-Lambert, pour quand même parler, parce que hier soir, c'est vrai, et je m'excuse, je n'ai pas compris que c'était une intégration. Hier soir, j'étais justement dans une réunion de présentation de ma liste, qui est une liste citoyenne, donc je n'ai pas potassé le programme des autres formations autour de la table. Mais je voudrais quand même, justement, en parlant de participation citoyenne, ce qu'on a voulu faire aussi avec Wolu, puisque c'est véritablement une autre démarche, et pas un parti politique qui fait venir des citoyens. On a une majorité de citoyens sur notre liste. C'est également permettre à des citoyens qui n'ont jamais fait de politique avant,
d'être au conseil communal. C'est pour ça qu'on a notamment mis de 50% de nos 12 premiers candidats sont des jeunes. C'est le cas dans on votre essaye liste d'amener, aussi, oui, mais Taillère. on essaye Donc, quand même d'amener. ouais. Vous ne trouverez pas la plus jeune candidate dans toutes les listes en deuxième position. Donc voilà, vraiment, on essaie d'amener avec de l'intergénérationnel, avec des idées. Aussi, notre programme a été fait, on ne va pas faire le concours sur le nombre de propositions qu'on a, mais vraiment, on a aussi voulu, sur base d'une enquête qu'on a fait au mois de mai, au mois de juin, par la distribution de cartes postales dans les boîtes aux lettres, avoir l'avis de la population, sonder l'avis de la population et avoir une participation citoyenne et aider des citoyens à arriver au conseil communal. Parce que je pense aussi que la participation citoyenne, elle se fait par là, elle se fait par l'inclusion des citoyens dans toute une série de décisions. Il y a déjà le code de la participation à Woluwe-Saint-Lambert, mais je pense aussi qu'en amenant plus de citoyens au sein du conseil communal, on peut faire bouger la citoyenneté. Alors, on va revenir à du très très concret maintenant. On va parler de ce fameux écoquartier qui est en train de sortir de terre à Woluwe-Saint-Lambert. Donc, il prévoit la reconstruction de 2 écoles, la création d'une nouvelle crèche, d'espaces verts et de logements également. C'est un projet ambitieux, mais il suscite quelques inquiétudes, notamment au niveau de la mobilité. Écoutez plutôt. Il faut imaginer qu'ici, les extensions des écoles amèneront quasiment 300 élèves en plus. Il faut ajouter à ça le personnel. Il y aura une salle de sport qui sera ouverte le soir également pour permettre à des clubs de venir s'entraîner. Donc ça fait beaucoup de charroi en plus. Il faut encore ajouter à ça les logements. Et donc il faudra savoir comment, au niveau du stationnement, cela va pouvoir être géré. Alors, Monsieur Van de Meulebroek, quand on parle de cet écoquartier, j'ai l'impression que parfois on pourrait dire, en exagérant évidemment, que vous pensez que c'est un écoquartier EQE. Si on se réfère à un écoquartier, c'est aussi penser en termes de mobilité, penser en termes de mélanger l'économique et le social, dont notamment l'idée de commerce. Je pense qu'il n'y a rien qui est prévu pour des commerces de proximité dans le cadre de cet écoquartier, si je ne me trompe pas. Je pense qu'on a raté aussi une occasion en termes de participation plus en avant, de travailler avec l'ensemble des habitants pour réfléchir au gabarit, par exemple, des logements. On est arrivé avec des logements très hauts qui ont fait peur à certains riverains au niveau de l'ombre, alors qu'on aurait pu travailler sur un gabarit de maison unifamiliale et on aurait pu à ce moment-là garder les 60 logements plutôt que les 30 logements que l'on va avoir maintenant. Donc voilà, il y a un peu des occasions ratées à ce niveau-là. Par rapport à l'accessibilité, je suis assez sceptique parce que en termes de transport en commun, on a juste le bus 29, 42, 45, mais c'est quand même 5-10 minutes à pied. Donc dans une majorité, vous auriez fait tout autrement, si je vous comprends bien. En tout cas, j'aurais vraiment fait une participation bien en avant et en discussion avec l'auteur de projet pour réfléchir vraiment en termes de mobilité, en termes peut-être de retravailler et de travailler avec la STIB, de voir est-ce qu'on ne peut pas créer un arrêt plus proche à ce niveau-là pour pouvoir apporter plus de possibilités en termes de déplacement. Je pense que oui, on pouvait travailler à ce niveau-là et on pouvait vraiment travailler au niveau du gabarit des logements. Je pense que vous avez bien compris. Monsieur Taillère, que répond l'échevin d'urbanisme que vous êtes? D'abord qu'il y a eu énormément de participation. Il y a eu plusieurs réunions avec les habitants en soirée et également, et cela en plus des commissions de concertation qui sont prévues. Et le dossier est repassé plusieurs fois en commission de concertation, que ce soit encore récemment par rapport au parking pour les écoles. Moi, je voudrais quand même remettre les choses dans leur contexte, parce qu'il faut regarder les choses vraiment au niveau du quartier de manière globale. Tout d'abord, je m'étonne quand même que vous ne vous félicitiez pas du fait que d'une mare de béton, on passe à un écoquartier où il y aura de la perméabilité, des parcs, des plaines de jeux, une venelle piétonne. On améliore sensiblement la situation. La deuxième chose, nous sommes avec cet écoquartier à proximité de l'avenue Marcel Thierry, qui est une avenue où il y avait énormément d'immeubles de bureaux et petit à petit, ces immeubles de bureaux... Donc c'est pas tellement loin du Corin pour ceux qui ont besoin d'un repère géographique. C'est pas très loin de toute une série de nouveaux logements qui ont été créés pour la plupart comment ? Bien en faisant une meilleure utilisation du bâti existant. Vous aviez des immeubles de bureaux qui étaient vides et grâce à la politique de la commune de ne pas les laisser vides, des promoteurs se sont dit on va peut-être pouvoir faire autre chose. Oui. Nous avons sur la question, les enfants viendront en voiture à cette école et donc ça va amener beaucoup de trafic. Je sais que je suis peut-être un peu long en expliquant ça, mais vous avez des nouveaux habitants dans ce quartier, des appartements, notamment dans les immeubles de bureaux qui ont été transformés, qui sont maintenant habités. Et ces nouveaux habitants ont besoin d'écoles, ont besoin d'équipements à proximité. Donc dire qu'on ne pense pas à la mixité, c'est faux, puisque qui dit logement dit justement école. Et donc il n'y aura pas de surcharge de trafic selon vous?
Et c'est principalement, ça va permettre d'avoir des enfants du quartier, que ce soit au niveau de la crèche, que ce soit au niveau des écoles. C'est offrir, justement, nous avons pensé qu'il fallait des équipements pour éviter que les enfants, les familles qui habitent dans ces quartiers percolent avec des véhicules dans d'autres quartiers de la commune pour conduire leurs enfants. Et c'est pour ça qu'il y a un agrandissement de ces écoles. Et c'est pour ça qu'il y a la construction d'une crèche. Donc le collège a été prévoyant là-dessus. Je m'étonne que ce côté positif n'est pas souligné. Il y a une anticipation qui a été faite. Ouais, et il y aura de la mixité grâce à ça. Ou pas vraiment, ouais. Rapidement. L'étude d'incident, je suppose que vous en avez faite, par rapport à ce que ça allait apporter comme terme de trafic supplémentaire. Bon, moi j'ai l'expérience aussi, j'étais responsable du comité sécurité mobilité d'une école à Woluwe-Saint-Lambert. Et donc la difficulté de convaincre les parents, que ce soit en maternelle et en primaire, de ne pas amener leur enfant en voiture est très difficile. Donc voilà, je pense que le fait d'avoir peut-être de travailler plus avec la STIP pour réfléchir à peut-être amener un arrêt supplémentaire pour forcer enfin pas forcer, mais donner la possibilité aux parents de venir aussi en transport en commun, travailler sur des plans de déplacement scolaire, sur des pédibus. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faudra vraiment travailler. Il y a le métro à proximité, il y a des arrêts de bus. C'est 1 kilomètre, c'est 15 minutes à pied. Les arrêts de bus sont juste à côté. Madame Paz, est-ce que vous êtes aussi optimiste que Monsieur Tailler sur le fait que ça n'amènera pas une surcharge de trafic supplémentaire? Moi, je pense que ça va amener une surcharge de trafic pour la simple et bonne raison que les crèches, moi j'ai 4 enfants, j'en ai un qui a 3 ans et demi, j'ai dû trouver une crèche. J'ai trouvé une crèche près de chez moi. J'allais déposer mon enfant à vélo la plupart du temps. Il y a des listes d'attente. Aujourd'hui, comment vous pouvez dire que les personnes qui sont sur liste d'attente ou quand la crèche va ouvrir, ces personnes seront en liste d'attente, habiteront dans le quartier? Vous n'en savez rien aujourd'hui. C'est tout à fait hypothétique. Donc, de toutes les manières, il y a des listes d'attente. Vous n'allez pas faire passer en premier les gens qui ont acheté un appartement alors qu'il y a des gens qui sont déjà inscrits et qui n'ont pas de crèche. Ça, je pense que ça ne serait pas très équitable. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un dépose-minute pour les enfants. Il va y avoir 860 enfants, 110 enseignants. Moi, le dépose-minute, je trouve que ça peut aller pour les enfants qui sont en primaire. Mais alors, la crèche, moi, je n'ai pas déposé un enfant de 3 mois en dépose-minute. Ça, le dépose-minute pour les crèches, ce sont des places plus. Alors, Monsieur Maguin, c'est un débat très intéressant et essentiel. Parce qu'en somme, vous n'avez pas compris ce que c'est qu'un écoquartier. L'écoquartier, c'est ce que souhaitent les gens quand ils viennent vivre et quand ils vivent la ville, la proximité des services. C'est une réorganisation des services. C'est dire, en effet, vous allez aller dans l'école, quand vous faites le choix, par exemple, de l'enseignement communal, dans l'école la plus proche de votre domicile. Vous allez aller dans la crèche la plus proche de votre domicile. Et on réorganise l'ensemble des services dans cet esprit-là. Donc les listes d'attribution, par exemple, dans les crèches, on va la prendre et on va dire aux parents, vous habitez tel quartier, la crèche de votre quartier, c'est là que vous allez aller, parce que vous allez pouvoir y aller à pied. C'est ça l'objectif d'un écoquartier. Et donc ce n'est pas dire, venez de loin en tram ou en bus. On ne crée pas la crèche pour que les gens viennent des Verts, de Scarbeck. Non, on crée la crèche pour les familles qui vivent à Woluwe et qui veulent avoir ces services de proximité. Même chose pour l'enseignement. En plus, en effet, une mare de béton, 60% de terrains qui maintenant seront parcs, potagers, espaces de détente. Excusez-moi, mais ça, c'est vraiment la conception d'un écoquartier, bâtiment passif. Bref, Venelle piétonne pour relier deux quartiers qui étaient séparés, qu'il fallait faire tout un tour. Ça, c'est vraiment la conception, l'écoquartier réussi. D'ailleurs, votre chef de groupe avait dit à l'époque dans la Ligue Belgique, c'est le plus beau projet mené par cette majorité. Alors, on arrête là sur ce projet. On aura entendu l'avis des uns et des autres. On va parler d'une autre politique ou d'un autre souci très important que rencontrent de nombreuses personnes qui veulent habiter à Woluwe. C'est le prix des loyers, le prix d'acquisition. C'est pas facile de se loger à Woluwe-Saint-Lambert. Écoutez, il y a une question à ce propos. Ma fille voudrait venir, par exemple, habiter à Woluwe, mais ce n'est pas possible parce que les logements sont trop chers. Donc, il faudrait essayer de travailler une politique d'encouragement de jeunes ménages à venir habiter à Woluwe de façon à pouvoir renouveler la population, avoir une population plus jeune, plus dynamique. Alors c'est un problème qu'on rencontre dans toutes les communes, mais à Woluwe-Saint-Lambert peut-être encore plus qu'ailleurs. Alors inciter les jeunes ménages, leur permettre simplement de s'installer. S'ils ont 2 salaires pour l'instant, souvent ils n'y arrivent pas, ou peut-être qu'ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce qu'on met en place dans les années qui viennent, Monsieur Tailler ? D'abord, il y a une série de choses qui sont déjà faites pour les jeunes ménages pour qu'ils viennent ici à Woluwe-Saint-Lambert, notamment en termes de réduction de précompte immobilier s'ils achètent un bien. Donc voilà, ça, il faut savoir qu'il y a déjà des choses que nous faisons. Mais plus concrètement, on sait qu'il y a des demandes
pour du logement moyen notamment, et du logement aussi à vocation plus sociale. On a une proposition aussi, c'est de renforcer, et c'est déjà le cas, on a une AIS sur le territoire de la commune. Donc une agence immobilière sociale, et qui permet à des personnes qui ont moins de revenus de pouvoir habiter. Et je crois que la mixité de logement, c'est quelque chose de très important dans une ville. Et donc de pouvoir habiter dans des bâtiments comme ceux que vous voyez derrière vous là actuellement, des bâtiments privés, pas dans des bâtiments qui ne comprennent que du logement public. Et donc nous proposons déjà que le mécanisme ait été renforcé par le gouvernement régional à l'initiative de Céline Frémaux, puisque le précompte immobilier est exonéré pour les biens mis en AIS. Nous proposons également de permettre de travailler à une prime qui pourrait être donnée à un propriétaire s'il met son bien en AIS à un nouveau propriétaire, pour inciter certains à mettre leur bien en AIS. Alors, on va arrêter là, si vous le voulez bien, parce que ça fait déjà toute une série de propositions. Madame Pans, vous dites quoi par rapport à la politique immobilière menée par la commune? Vous dites quoi peut mieux faire? Alors moi je suis conseillère CPS, donc je suis quand même confrontée régulièrement avec les usagers qui n'arrivent pas en effet à se loger sur la commune, que ça soit aussi bien dans du logement social que du logement moyen. L'AIS, même si elle a une offre, je pense, de plus ou moins 300 logements, ou qu'elle a 300 logements dans son portefeuille, c'est quand même, elle n'arrive pas en tout cas à contenter tout le monde. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est quand on parle je rebondis sur les logements sociaux dans notre commune, on est quand même déjà pas mal, on est plus haut que la moyenne régionale, donc je pense que ça c'est très bien. On n'est pas du tout pour construire des nouveaux logements sociaux à Woluwe. Qui plus est, nous ce qu'on aimerait, c'est surtout rénover les logements qui sont vides. On a pas mal de logements sociaux. Vous avez un chiffre? Qui sont vides. Oui, il y a une centaine de logements sociaux qui sont vides. C'est la Roche-Fatale, il y a encore près du Tomberg, il y a encore 3 autres bâtiments. Roche-Fatale, on est passé en commission de concertation la semaine dernière. Comment c'est possible, ça, Monsieur Minguin, vu la demande criante de logements, qu'il y ait une centaine de logements sociaux vides à Woluwe-Saint-Lambert? Oui, sur un parc de plusieurs milliers. Oui. L'habitation moderne, c'est plus de 2000 logements sociaux. Rénovation. Programme de rénovation. Chaque fois qu'il y a un locataire qui quitte, il y a une rénovation. Ça ne veut pas dire que la rénovation est toujours menée dans les meilleurs délais, mais il y a un programme de rénovation. Citons quand même qu'on a investi dans les logements sociaux en termes de rénovation à Galaxy, Pléiade, 58 logements qui sont maintenant remis sur le marché. Nous avons obtenu le projet pour reconstruire rue de l'Activité, de même pour la rue de Rise, ainsi de suite. Donc tous les projets avancent en termes de rénovation de logements sociaux. D'ailleurs, moi, je suis pour donner la priorité à la réhabilitation du patrimoine avant d'investir dans de nouveaux projets, parce qu'il faut aussi donner des conditions de vie décentes à ceux qui vivent dans les logements. Mais alors, revenons peut-être à l'accessibilité pour des familles qui ne sont pas dans les conditions de logement social d'arriver à Woluwe-Saint-Lambert. Que me disent les jeunes familles qui arrivent à Woluwe-Saint-Lambert? C'est vrai que le coût de l'immobilier, et il n'y a personne qui a la baguette magique pour dire que je vais réguler le marché immobilier à Woluwe-Saint-Lambert, faisons pas croire ça. Il y a le précompte immobilier et la remise. Pendant 7 années. Il n'y a aucune commune qui accorde pendant 7 ans la réduction du précompte immobilier. Aujourd'hui, c'est près de 300 familles. C'est une augmentation constante qui bénéficie de cette aide. Deuxième idée originale. Que me disent les jeunes familles? Venir à Woluwe-Saint-Lambert, ça coûte. On est prêt peut-être à renoncer à la voiture pour acheter ou louer. Nous allons donner une prime communale à l'abandon de la voiture pour ceux qui veulent venir vivre à Woluwe. Si dans l'année de votre domiciliation, vous renoncez à l'usage de toute voiture, vous aurez une forte prime communale. Ça, c'est favoriser un autre mode de déplacement, c'est favoriser l'arrivée dans notre commune de familles qui auront des logements à un prix, certes peut-être au-dessus parfois de leur capacité financière, mais qui, grâce à cette prime communale, qui les fait renoncer à l'usage de la voiture, vont pouvoir investir dans leur patrimoine. Alors, Monsieur Van de c'est ça qu'ils souhaitent. Il faut qu'il y ait de l'offre aussi. Il faut d'abord qu'il y ait des logements disponibles dans le logement moyen. Donc, on parlait de pas de logements sociaux, mais on parlait aussi de projet Jacques Brel qui était un mixte de logements moyens et sociaux, où malheureusement, ça n'est pas arrivé. Et donc là, donc la faute à la commune, selon vous? En tout cas, ils ont soutenu les habitants, ils ont fait un recours contre le projet. Je pense que la commune, la commune doit, à l'intérieur d'îlot. La commune doit trouver une solution. La commune doit trouver une solution avec la région pour faire du logement. Oui, mais pas faire un recours contre un projet. Elle doit trouver, elle doit réfléchir. Monsieur Doulkeridis n'a pas voulu écouter. Elle doit réfléchir. Il aurait dû réfléchir. Non. Il aurait dû réfléchir aux solutions qu'on proposait. La commune doit arriver avec la région à trouver une solution, pas à faire un recours d'État contre le Conseil d'État. Alors, Monsieur Taillère. Sur le dossier Jacques Brel, juste un mot, parce qu'il y a des demandes de logements et sociaux et moyens dans notre commune.
Et il faut aboutir au niveau de Wolu. On est pour qu'il y ait un projet de construction de logements publics avec un mix socio-moyen sur le terrain de Jacques Brel, mais pas comme c'était présenté. Et quand vous parlez de dialogue, moi je veux bien, mais M. Doulkeridis, moi je l'ai vu quand je suis devenu chef d'urbanisme, il n'a pas écouté ce qu'on a dit au niveau de la commune. Et je m'étonne même qu'Écolo n'ait pas relayé les premiers problèmes qu'il y a eu. Parce que votre chef de groupe était là, lui, à la commission de concertation, et il y a certains problèmes en termes de perméabilité des sols et des égouts qu'il avait lui-même relevés. Donc à un moment donné, il faut aussi pouvoir aller convaincre son ministre, quand c'est lui qui porte un dossier, d'écouter quand même non seulement l'avis de la commune, mais aussi l'avis du Conseil d'État quand il avait cassé le premier dossier. Mais si je peux aussi juste me permettre une petite chose, parce qu'on a aussi fait des choses, on a aussi soutenu des projets qui sont parfois des projets novateurs. Tout d'abord, on a soutenu le projet du Fonds du logement avenue des Pléiades, reconversion d'immeubles de bureaux en logement, là aussi un mixte avec en plus une partie d'acquisitif. Mais également, il y a des nouveaux projets intergénérationnels qui ont vu le jour sur le territoire de la commune, avec une possibilité de moduler des plus petits espaces, mais qui permettent à des jeunes et des personnes âgées de pouvoir habiter et de pouvoir se fréquenter. Ce sont des projets qu'on a soutenus qui ont vu le jour. Votre réponse, et puis on passe à la dernière phase de ce débat. On a demandé aussi de faire un observatoire plus clair et une régie communale pour pouvoir travailler sur l'offre qui existe effectivement et de pouvoir vraiment travailler à cet aspect-là. Je pense que l'écoquartier devra vraiment être une bonne réflexion pour veiller à ce que vraiment les logements soient foncièrement occupés pour des logements moyens et vérifier par rapport aux charges d'urbanisme. Et pour tout projet futur de logement, que ce soit de la part des privés, parce qu'il y a encore beaucoup de terrains privés à Woluwe-Saint-Lambert, donc où la commune n'a pas vraiment main mise sur le terrain pour pouvoir faire ce qu'elle veut, mais veiller dans les charges d'urbanisme à avoir du logement moyen. Toutes les charges d'urbanisme sont affectées systématiquement à des projets de logement. Madame Pant. Systématiquement. Tant mieux. Concernant les logements ? Oui. Donc écoutez, moi en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, donc, je l'ai déjà dit, on est contre la construction de logements sociaux. On a appris qu'il y avait en tout cas un accord de principe sur l'étude à mener pour construire éventuellement des logements sociaux tout près du chaussée de Rodebeek, près de la rue de Ries. Il y a un accord de principe. En tout cas, j'ai écoutez, si vous voulez, voilà, j'ai un accord de principe qui est signé par Madame Frémaux, en tout cas. Non, voilà, je ne parle pas de la commune, mais donc en tout cas. Non, mais justement, alors il reste moins de 30 secondes, Monsieur Taillère. Est-ce qu'il y aura des projets de logements sociaux dans la prochaine législature? Une réponse claire. La question est claire. Est-ce qu'il y aura des projets? Est-ce qu'il y aura des projets de logements sociaux dans la prochaine législature? Oui ou non? Mais au niveau du terrain, Jacques Brel, moi je ne connais pas l'ambition de la région aujourd'hui ou de la SLRB. Il y avait des recours et donc là il va falloir voir que la SLRB se repositionne par rapport à ça. Mais moi je suis quand même juste étonné, Madame Pans, que vous nous dites que vous êtes contre tout logement social alors que dans le CA de la SLRB, vous dites vous-même, vous êtes une liste OpenMR, vous avez des administrateurs OpenVLD. Et donc moi j'aimerais bien savoir quel est le VLD que nous avons devant nous. Est-ce que c'est l'OpenVLD qui est dans le CA de la SLRB ou est-ce que c'est l'OpenVLD qui refuse visiblement des logements sociaux, ce qui est une aberration? Une réponse de 10 secondes, parce que le temps est terminé. Moi, je dis simplement que ce qu'on a besoin dans la commune, ce sont des logements moyens. Moi, j'ai des enfants et j'aimerais que mes enfants puissent pouvoir se loger dans notre commune. Voilà. On va arrêter là. J'imagine que le débat continuera juste après le générique. Merci Madame, merci Messieurs d'avoir assisté à ce débat. On se retrouve demain pour le dernier débat de la semaine et il sera consacré à Oderghem. Très bonne soirée à tous.